Vivre FM podcast. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Dans la vie des associations aujourd'hui sur Vivre FM, place à Crânio-Pharyngium Solidarité. Merci Michel Richaud d'être avec nous. Ouais. Bonjour, Benjamin Moreau. Bonjour. Bon, merci de me recevoir. C'est pas si facile à dire, hein, Crânio-Pharyngium Solidarité. Non, c'est très grand, donc c'est pour ça, moi j'ai toujours Crânio. Ah bon, d'accord, non mais je voulais pas crâner, alors je voulais pas dire Crânio tout de suite, mais si vous dites Crânio, et surtout si les personnes qui sont concernées par cette association se retrouvent avec ce mot Crânio, oui. Et surtout si on tape Crânio par exemple sur internet, voilà. Si on arrive à votre maladie, la pathologie, c'est pas mal. Et même maintenant, on a simplifié le site, c'est crânio.fr. Crânio-Pharyngium, c'était long, l'orthographe. Oui, effectivement. Là où Scrabble, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, ça concerne donc Crânio-Pharyngium, c'est une maladie rare. Et donc, cette association, elle a été créée à Tarbes en 2004. Alors, il y a les parents, Geneviève et Philippe, qui sont médecins, qui ont eu un enfant, Charles, donc qui a été atteint de cette maladie, et ils se sentaient un peu isolés. Et avec leurs amis, Cathy et Philippe, ils ont créé cette association en 2004. On sait aujourd'hui combien de personnes sont touchées par le crânio-pharyngium? Non, c'est très difficile d'avoir des statistiques. On est peu. C'est pour ça que maintenant, donc, on a été reconnu en 2006 maladie rare. Donc, on fait partie de l'Alliance des maladies rares qui regroupe. Et lors du Téléthon, comme il y aura tous les ans, début décembre, avec le Téléthon, nous participons à la marche des maladies rares. Mmh. Évidemment, vous y aurez participé quand l'émission sera diffusée. Parce qu'on précise que on est en train d'enregistrer l'émission, voilà. Et que la marche n'est pas encore passée. Non, mais ça se fait tous les ans, donc le premier week-end de décembre avec le Téléthon. On peut parler de la maladie, parce que comme c'est une maladie rare, forcément, elle n'est pas connue de grand monde. Non, elle n'est pas connue. C'est difficile, hein. Même au niveau des hôpitaux, il faut des spécialistes. En fait, c'est pour simplifier, c'est une maladie qui est donc rare et aussi elle est très complexe. C'est une tumeur bénigne. Donc elle n'est pas cancéreuse, et elle se développe dans le cerveau. Voilà, donc, à quelle occasion elle se développe chez tout le monde? À quel moment? Enfin, moi, on aimerait tout savoir, hein. Oui. En savoir en tous les cas le maximum. Alors, c'est une tumeur qui est toute petite. Bon, je veux pas affoler les gens, qui existe chez tout le monde. Donc le bébé est né avec. D'accord. Tout le monde la porte en soi. Voilà, tout le monde la porte. D'accord. Et après, cette tumeur va se développer ou ne pas se développer. Bon, en général, si elle se développe, c'est dans la petite enfance ou chez les ados. En général, donc petite enfance et adolescence. Voilà. Une fois qu'on a passé ce stade, adulte, elle ne nous rattrapera pas, cette tumeur. Si, il y a quelques adultes qui sont atteints après, mais les cas sont plus rares au niveau des adultes. Mais malheureusement, ça existe et il y aurait aussi un pic après 70 ans. Alors, est-ce que c'est facile d'abord de diagnostiquer le crânio-pharyngium? Non, le diagnostic est très difficile. Parce que vous disiez tout à l'heure maladie extrêmement complexe. Pourquoi? Oui. Parce que ça touche de nombreux organes à la fois, parce que il y a des il y a des symptômes qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'une autre maladie ou d'autres maladies. Oui, parce que donc comme je disais, donc elle se développe dans le cerveau et elle entraîne au départ surtout des maux de tête, des troubles de la vision, des troubles aussi hormonaux, ralentissement de la croissance, une prise de poids anormale, et surtout la tendance à boire et à uriner beaucoup. Et tout ça associé, ça ne fait pas que systématiquement on dise ça il s'agit du crânio-pharyngium. Mais non. Non. Non, malheureusement, c'est que souvent un enfant, il peut avoir des maux de tête, vomir, et on peut dire c'est de la fatigue, donc c'est très difficile. C'est pour ça il y a quand même plusieurs symptômes, mais c'est
très très difficile de diagnostiquer. Toutes les personnes atteintes, en général donc les enfants et les adolescents, vous le disiez, sont touchés par ces différents symptômes, ou bien on peut n'être touché que par un de ces symptômes, par exemple de grosses céphalées, des maux de tête, ou bien encore plutôt une grosse fatigue, ou plutôt des envies d'uriner, ou au contraire ou des envies de boire, ou des soifs intenses. En général, c'est tout ça en même temps. Parce que comme c'est une partie du cerveau, ça atteint la glande hypophyse, et c'est tout près aussi des nerfs optiques. C'est pour ça que souvent les nerfs optiques donc sont abîmés par la tumeur qui écrase et qui fait qu'il y a des troubles de la vision, plus ou moins. Certains deviennent aveugles. Il y en a, ils restent aveugles, c'est très peu. Souvent, c'est plus le champ visuel ou la vision d'un œil qui reste. Il y a un champ visuel rétréci. On peut agir sur l'hypophyse, par exemple? C'est-à-dire? On peut essayer d'infléchir, justement? Non, cette tumeur, elle abîme tout ça, et après, il n'y a plus que, quand on a fait le diagnostic, en général, c'est, comment dire, il n'y a plus que de la chirurgie. Il faut opérer. Mais par contre, c'est aussi un endroit très délicat au niveau de l'opération. On imagine, effectivement, on n'opère pas dans le cerveau comme ça. Exactement. Donc ça veut dire, en général, malgré tout, il y a beaucoup d'opérations qui se font, ou bien malgré tout, la chimie ne peut pas venir au secours des personnes qui sont touchées. En général, il faut passer par la chirurgie, soit une exérèse totale de la tumeur, ce qui est extrêmement rare. En général, c'est qu'une exérèse partielle, parce que pour éviter, en faisant une exérèse totale, que ça abîme encore d'autres choses, d'autres parties du cerveau. Alors souvent, c'est associé aussi après avec de la radiothérapie, après. Mais après, il faut d'abord passer par l'opération. En général, oui. Alors, c'est pareil, suivant la taille de la tumeur et suivant exactement où elle se situe. En général, c'est par voie haute, c'est-à-dire on ouvre le crâne, mais des fois, ça peut être par voie basse, donc par le nez, quoi. Oui. Donc tout ça est extrêmement complexe. C'est très complexe, et voilà, il faut être vraiment spécialisé. Maintenant, il y a des centres de référence. Les hôpitaux, ça va maintenant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était Évidemment, si l'on veut tenter de mieux comprendre et éventuellement, malgré tout, tenter d'atténuer les difficultés, le handicap causé par cette maladie, le crânio-pharyngiome, mieux vaut être dépisté le plus tôt possible. Ah oui, bien sûr. Plus on dépiste rapidement, mieux c'est. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec les scanners, les IRM, en faisant des radios, ce genre d'investigation, on arrive à déceler, mais encore faut-il faire la demande de ce genre d'examen. C'est pas évident non plus. J'imagine que justement votre association essaie de sensibiliser les médecins, parce que j'imagine que tous les médecins ne connaissent pas forcément le crânio-pharyngiome. Surtout les généralistes, c'est vrai, quand on amène un enfant qui a des maux de tête ou qui vomit beaucoup, un généraliste va pas forcément dire tiens, on va faire un IRM du cerveau. Ce qui veut dire qu'on va passer par toutes les radios possibles et inimaginables. On essaye, oui, on tâtonne, beaucoup de médecins tâtonnent. On a donc l'association, donc il y a un forum, et on voit bien que des fois les médecins ont mis 1 an, 2 ans avant de diagnostiquer, et la tumeur pendant ce temps, elle a grossi. Oui, elle fait des dégâts. Et évidemment, plus elle grossit, plus ces dégâts sont importants. Michel Richaud nous parle de l'association Crânio-Pharyngiome Solidarité, et comme c'est compliqué à dire, Michel, elle dit crânio. Et en général, tout le monde se retrouve. En tous les cas, tous ceux qui connaissent le crânio-pharyngiome, dont on a un petit peu parlé, c'est vrai, mais dont j'aimerais bien que nous parlions encore sur l'aspect quotidien, parce qu'une fois que la tumeur est décelée, donc on peut vivre avec cette tumeur malgré tout sans être opéré, parce que par exemple, ce n'est pas très un secret que de dire que vous-même êtes touché par le crânio-pharyngiome? Ah oui, moi je suis touchée. Donc moi j'ai été opérée à l'âge de 4 ans. Vous avez été opéré. C'est une obligation. On est obligé de passer par là, parce que on peut pas vivre, on va dire, très longtemps malgré tout avec cette épée de Damoclès. Non, on peut pas. On est obligé donc d'opérer. D'accord. Et malgré cela, moi j'ai été opérée qu'une fois, et je m'estime chanceuse parce qu'il y a beaucoup de récidives.
Beaucoup de récidives. Parce qu'évidemment, on n'enlève pas l'hypophyse, bien sûr. Non. Donc, on enlève la tumeur, mais cette tumeur, elle peut de nouveau ressurgir. C'est ça le problème, c'est que même on n'arrive jamais à l'enlever en totalité, c'est très rare. Donc il en reste et il y a toujours un risque que ça repousse. À partir du moment où même on a commis une opération, on a fait une opération, malgré tout, il reste un petit peu de la tumeur. Alors elle peut rester dormante, j'allais dire cette tumeur. Ah oui. La preuve, moi, on m'a pas tout enlevé, mais j'ai jamais eu de récidive. Elle est restée, donc bon. Alors évidemment, ça implique des contraintes, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être suivi tout le temps. Oui, tout le temps, c'est-à-dire... tous les 6 mois au début, tous les 6 mois, après tous les ans, mais voilà, donc il faut... Parce que c'est pareil, à partir du moment où vous avez été diagnostiqué en tant qu'enfant, puisque vous aviez cette tumeur lorsque vous aviez 4 ans, à partir du moment où effectivement on a quitté l'adolescence, où vous êtes devenu une adulte, la repoussée de la tumeur, on va dire, est plus aléatoire, et normalement la tumeur ne devrait plus vous ennuyer. Ben non, moi en principe maintenant je suis à l'abri puisque ça fait je sais plus, un compte plus là, ça fait 57 ans que j'ai été opérée. Donc bon, je touche du bois mais en principe ça ne devrait pas. Mais par exemple, il y a pas longtemps, il y a un témoignage sur le forum d'un monsieur qui avait été opéré, je crois à l'âge d'une 30 ans. 17 ans après, une récidive. Ah oui. Donc on peut jamais dire c'est fini. On peut jamais dire qu'effectivement qu'elle ne reviendra plus. Non. Alors, vous avez parlé des céphalées, vous avez parlé des fatigues, vous n'avez pas parlé également des ennuis concernant la croissance. Ah ben oui, puisque la glande hypophyse étant touchée, si vous voulez, pour faire simple, elle commande toutes les autres glandes. Donc, on a un problème hormonal qu'il faut pallier à vie. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème chez les enfants, il y a un problème de croissance. Alors maintenant, heureusement, avec les hormones de croissance de synthèse, on arrive un peu à pallier ça. Mais il y a tous les autres problèmes hormonaux et donc aussi tous les problèmes de comportement, d'irascibilité. Et le plus gros souci que je n'ai presque pas moi, c'est le problème, on ne connaît pas la satiété. C'est-à-dire on peut manger. Ah oui, d'accord, on peut pas se réguler. Ah oui, on mange, en fait on a toujours faim. On a toujours faim. Ou simplement on n'a jamais pas faim. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une sensation de faim. Je sais pas comment dire, mais c'est compliqué, mais on peut pas. On se régule pas. On se régule pas, et c'est certain parce que bon, tout dépend aussi où est-ce ce qui a été touché au niveau du cerveau. Mais il y a des parents, c'est très dur parce qu'ils sont obligés de fermer les placards à clé. L'enfant va voler la nuit, il se lève, il va voler la nourriture. Vraiment une sensation de faim. Oui, c'est très dur pour certaines personnes, et même après ils arrivent, moi j'en connais, par le biais de leur maman que je côtoie un petit peu, des jeunes adultes, 20, 25 ans, et ils sont toujours là. L'association Cranio-Pharyngiome Solidarité est avec nous par la voix de Michel Richaud sur Vivre FM. Alors, Michel, j'imagine que le quotidien des enfants et celui des adolescents et celui des personnes touchées par cette maladie doit être sacrément compliqué. Notamment en ce qui concerne les enfants, par exemple, les jeunes enfants, l'école, ça doit poser un sacré problème. Pour la scolarité, c'est très difficile. Bon, d'abord, il y a ce problème donc de faim qu'il faut savoir aussi réguler. Bon, il y a ce qu'on appelle le diabète insipide, c'est-à-dire c'est pareil, c'est au niveau de la soif, mais là, on a un médicament qui nous aide à réguler la soif. Sinon, on boit beaucoup et on a besoin donc d'aller aux toilettes très souvent. Oui. Là, ça va. On a un médicament qui arrive. Pour la faim, on n'a pas trouvé. Pour la faim, non, malheureusement, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé pour tromper l'ennemi, en l'occurrence. L'ennemi étant le cerveau atteint, la tumeur, bien sûr. Oui, la partie du cerveau qui concerne donc la satiété, on n'a pas trouvé, et c'est dramatique pour certaines personnes. Alors, ça pose un certain problème. Alors, ça, comme vous le disiez, au niveau de la scolarité, parce que c'est pas facile de manger quand on est à l'école.
encore que, on pourrait penser que, mais de toute façon, même si on dit bah après tout l'enfant peut manger quand il veut, ça pose un autre problème, c'est que tout ça crée de l'obésité par exemple, même chez les enfants. Oui, voilà, et donc après tous les problèmes aussi liés à l'obésité pour quiconque. Hein. Ouais. L'école ordinaire, c'est possible alors pour les enfants atteints de crânio-pharyngiome? On peut revenir là-dessus aussi. Après, ça dépend comment l'enfant est atteint. Personnellement, moi, j'ai pu avoir à peu près une scolarité normale, d'autres aussi, mais d'autres ont besoin d'une assistante de vie scolaire. Et pour d'autres, c'est très difficile l'intégration en milieu normal parce que la maladie n'étant pas assez connue, c'est difficile de. Le crânio-pharyngiome est considéré comme un handicap? Oui. Oui, nous sommes reconnus handicapés. Oui. Alors ça, c'est déjà, j'allais dire, c'est au moins une avancée. On a la possibilité, pour le coup, aujourd'hui, de recourir à la MDPH, par exemple. Voilà, c'est ça. Bon. Il y a des recours. C'est comme les assistantes de vie scolaire, ça existe bien sur le papier, mais après en pratique, je veux dire, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de soucis aussi. Au niveau de la scolarité, ça pose. Et autre problème, c'est qu'on a des soucis de concentration, et de mémoire. Ah oui. Ah, ça fait beaucoup. J'allais dire, pour une seule personne, ça fait quand même beaucoup. Et c'est bien que je vous entende en sourire. Vous-même, par exemple, pour ne parler que de vous, vous le disiez, vous avez été opéré. Ça veut dire qu'on a freiné les choses. Il y a des séquelles, peut-être, bien sûr, puisque vous avez des problèmes de vue, par exemple. Voilà. Mais est-ce que aujourd'hui, vous sentez que votre mémoire a été altérée? Ou est-ce qu'elle est altérée? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que dans ce qui reste et qui fonctionne bien, ça fonctionne toujours bien? Moi, par rapport à d'autres personnes de l'association que je côtoie, ça va. Mais c'est vrai que moi j'ai réussi à faire des études et à travailler en milieu normal, mais c'est vrai qu'au niveau concentration, j'avais toujours eu du mal, et même pour mémoriser, j'ai toujours fait ce qu'on appelle du bachotage, c'est-à-dire réécrire sans arrêt mes cours, refaire des fiches, en refaire. Et au niveau du travail, j'avais du mal à me concentrer par moment, surtout s'il y avait un peu de bruit dans le bureau où je travaillais. Donc pour les enfants aujourd'hui, c'est effectivement le même problème. Oui. Oui, donc c'est difficile. Moi je voyais, il y avait des collègues travailler dans le bureau, même s'il y avait du bruit à côté, ça les dérangeait pas. Oui, et moi, impossible. Cela dit, il y a aussi des personnes qui ne sont pas touchées par le crânio-pharyngiome et qui ont des difficultés de concentration. S'il n'y avait que ça, j'allais dire, on s'en sortirait pas trop mal. Non, mais nous on cumule avec autre chose, quoi. Voilà, c'est ça, et donc pour les enfants, c'est pas toujours facile. La scolarité. Vous le disiez, il y a l'enfance et puis après il y a l'adolescence, et ce sont les deux phases où justement le crânio-pharyngiome peut surgir plus facilement. Après, dans l'âge adulte, faut souvent attendre la vieillesse et souvent elle n'apparaît pas heureusement. Oui. Mais je veux dire, quand elle apparaît, en général, ça peut être au moment de la vieillesse. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que la majorité des personnes atteintes, ce sont des enfants ou des adolescents. Et là, c'est. Alors, Michel, on a compris que la scolarité était compliquée pour les enfants qui étaient touchés par ce crânio-pharyngiome. L'adolescence également, elle trinque pas mal. Quand ça arrive à l'adolescence, on imagine que là, c'est une autre complexité qui attend ces jeunes personnes. Oui, quand ça arrive à l'adolescence ou très jeune adulte, c'est vrai que c'est un chamboulement complet, quoi. Donc je pense que pour eux, c'est très difficile aussi à accepter tous ces changements. Vous parliez tout à l'heure, c'est important, de l'image de soi, c'est-à-dire qu'effectivement, ces enfants, ces jeunes personnes, ils ont toujours envie de manger, ils ont toujours faim, donc ils grossissent, ils ont des difficultés à grandir, donc un petit gros, j'imagine les moqueries, j'imagine la difficulté justement à se trouver beau, on va dire ça comme ça. Oui, il y a cette image de soi qui est vraiment altérée, parce que l'enfant, malgré lui, il va grossir, il peut pas faire beaucoup de sport comme les autres, parce qu'en plus il se fatigue très vite aussi. Il y a une question, la fatigabilité, et puis la prise de poids, tout ça. Tout ça n'est pas simple. C'est pas facile, non, pour les enfants et les adolescents. C'est très dur aussi. On peut imaginer que dans ces cas-là, une association comme la vôtre est très utile. Crânio-pharyngiome Solidarité, on le dit. Il y a quelques personnes qui la représentent à Paris et en banlieue. Alors elle est au niveau national, puisqu'il n'y a qu'une seule association qui est au niveau national.
Alors, on en donnera l'adresse tout à l'heure, hein. Mais moi, je voudrais mieux entrer justement dans le fonctionnement de cette association. Qu'est-ce que vous proposez à ces enfants, à ces adolescents, à ces personnes âgées, puis aux parents surtout de ces enfants et de ces adolescents, parce que j'imagine qu'ils ont besoin d'être aidés. Alors justement, l'association, elle a été aussi un peu fondée pour ça, parce que pour se sentir moins isolé. Donc il y a un forum qui permet des échanges entre nous. Donc, si quelqu'un a une interrogation, il met un post, et ceux qui peuvent lui répondre, ou au moins soutenir moralement, voilà. C'est fait pour ça, quoi, pour essayer au moins de se soutenir, de se passer des petits trucs. Justement, c'est ce que j'allais dire. Quand on parle de forum, on parle d'astuces. Voilà. Il y a des astuces, justement, pour, encore une fois, je le disais tout à l'heure, et ça vous a fait rire, pour tromper l'ennemi, pour tromper la faim, ça n'est pas bien facile, visiblement. Non, c'est pas facile. Moins de trouver, alors, il faut trouver des aliments qui sont peut-être pas forcément très très bons à manger, qui ne sont pas très goûtus, mais qui en échange sont hypocaloriques. Oui, non, mais même pas, puisque on n'a pas le sentiment de satiété. Donc on peut manger n'importe quoi. Oui, vous pouvez manger n'importe quoi, mais si vous mangez des choses moins caloriques, j'allais dire, encore une fois, je parle pas des repas qui doivent être effectivement des instants de plaisir, mais je parle de manger en dehors des repas, puisque c'est bien votre problème. Oui, le problème, en tous les cas, des personnes atteintes par le crânio-pharyngiome. Donc dans ces cas-là, trouver peut-être des aliments qui, même s'ils sont un petit peu moins goûtus, un petit peu moins agréables, parce que j'imagine que finalement, pour le coup, le goût a moins d'importance pour vous, l'important étant que vous mangiez. Voilà. Quand je dis vous, ce sont les personnes atteintes, évidemment. Oui, c'est ça. C'est surtout, il faut manger. C'est ça. On peut pas, il y en a qui ne peuvent absolument pas se retenir. Comme je disais, on est obligé les mamans, on est obligé de fermer les cuisines, les placards. Il n'y a jamais un moment, il n'y a pas un point de satiété. Non, jamais. Ça veut dire qu'à tout moment, à tout instant, on a envie de manger. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et on a, comme en plus, on a du mal à éliminer les calories, hein, donc évidemment. Et puis on devient obèse très très vite. Et puis comme vous le disiez, hein, la fatigabilité étant que effectivement l'enfant qui ne connaît pas la satiété, ne connaît pas non plus les joies du sport et les possibilités. Exactement. Il n'y a pas des sports malgré tout qui sont un petit peu plus accessibles pour ces enfants qui sont atteints de crânio-pharyngiome. Vous avez des conseils à donner à ce sujet? Non, j'ai pas vraiment de conseils. Hein. Chacun fait aussi suivant ce qu'il peut, ce qu'il aime. Hein. Bon, de toute façon, bien sûr. marche, la natation. Oui, tout est bon. Voilà, tout est bon. À partir du moment où effectivement on peut pratiquer ce sport parce que on n'est pas trop fatigué pour le pratiquer de temps à autre. Voilà, il faut le faire à peu près à son rythme. Et, voilà. De toute façon, comme pour tout un chacun, hein, il faut aussi bouger. Alors, Michel, on le disait tout à l'heure, hein, il y a des problèmes d'obésité, bien sûr, puisque les enfants, les adolescents, et qui sont touchés par le crânio-pharyngiome ne connaissent pas la satiété. Alors, à l'âge adulte, on peut quand même tenter, on va dire, de la chirurgie, mais au niveau de l'estomac, pour le coup, pour réduire les capacités de l'estomac. Oui, là, il y a donc quelques membres de l'association. Bon, comme elles avaient c'est surtout, des femmes, mais il y a eu des hommes aussi, qui atteignaient des poids, qui dépassaient 110, 120 kilos, hein. Donc, on essayait des chirurgies comme la sleeve et le bypass, c'est-à-dire c'était pour réduire l'estomac. D'accord. Donc, ça marche. On n'a pas assez de recul pour dire. Oui, mais il y a quelques cas que je connais, ça marche à court terme, mais après, mais sur du long terme, on a vraiment des doutes. Est-ce que finalement on s'habitue pas et est-ce que finalement c'est pas reparti pour un tour? On sait pas. Parce que si vous, on n'a pas, en faisant cette chirurgie de l'estomac, on n'a pas éliminé le problème d'origine. Bien sûr. Ah, bien sûr. Non, mais on est bien d'accord. Hein. Donc, on joue sur les effets, mais on joue pas sur les causes. Ah, bah oui, bien sûr. Et ça, tant qu'on n'aura pas trouvé justement la possibilité de soigner le crânio-pharyngiome autre que par l'opération, évidemment, on en restera toujours là. Il y a d'autres problèmes également, hein, qui sont d'un autre ordre. C'est que, comme vous le disiez, ce crânio-pharyngiome, il joue également sur les hormones. Alors, hormones de croissance, bien sûr, on en a parlé, mais également les hormones de fécondité.
Oui, sur toutes les hormones. Donc il y a la croissance, il y a le problème donc des surrénales, et il y a aussi donc les problèmes des hormones donc sexuelles pour les hommes et pour les femmes. Ça veut dire qu'il est très compliqué d'avoir des enfants quand on est touché par le crânio-pharyngiome. Donc même malgré donc les traitements substitutifs hormonaux donc des principales glandes, les hommes ou les femmes atteintes du crânio ont des difficultés pour pouvoir avoir un enfant. Oui. Alors on a quand même des bonnes nouvelles. On y arrive. Bon. Mais c'est au prix aussi d'un suivi encore plus médical. Encore le suivi médical qui ne vous a pas quitté. Non, en tous les cas, qui ne vous a pas quitté pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Et de nouveau, si on veut avoir des enfants, il faut recourir à la médecine. À la médecine, donc aux stimulations, pour les femmes et tout. Et c'est pas gagné d'avance, mais on a eu des naissances. Il y a un papa. Il y a un monsieur qui avait crânio qui est devenu papa, et on a eu, cette année, là, en 2013, il y a eu 2 naissances. On en avait déjà eu un peu avant. On a eu 2 bébés qui sont nés aussi. Donc, tout ça est très de maman crânio, et voilà. Tout ça est très porteur d'espoir. Oui. Alors, évidemment, qui dit hormones dit, les hormones, justement, qui concernent la libido. Par exemple. Oui, là aussi c'est pareil. Donc, un petit peu moins de libido. Un peu moins de libido. Un peu moins d'amour, mais un peu plus de raison. On se dit que si on veut des enfants, même si on a moins envie, de toute façon, si on en veut, il faut qu'on fasse. Oui. De toute façon, la vie de couple est possible. On se raisonne. Pas de souci. Oui. On se raisonne. Voilà. Qu'est-ce qui reste à dire? Vous me parliez tout à l'heure de témoignages. De personnes qui ont été touchées par le crânio, comme vous dites. Oui, il y a 2 témoignages. Donc, il y a la maman d'un enfant qui a été opéré. Il était jeune, il devait avoir 5-6 ans. Il en a 21 maintenant. C'est une maman, elle vit à Toulouse. Elle a écrit un livre. Cette maman s'appelle Michel Brun. Elle a écrit un livre qui s'appelle Waza, W-A-Z-A, aux éditions Amagté. Et donc, elle relate un petit peu c'est surtout la 2e opération de son fils. Parce qu'il a été opéré 2 fois. Voilà. Ouais. Et donc, nous avons un parrain qui est Nicolas Sirkis du groupe Indochine. Indochine, bien sûr. Donc, il a parrainé, il nous parraine, et il a fait la préface de ce livre. Donc, Oasa de Michel Brun. Très bien. On le trouve partout, on le trouve aussi grâce à votre association? Non, mais aux éditions Amalté. Aux éditions Amalté. Voilà. Oasa. Oasa. Et sinon, il y a un autre témoignage. Donc, c'est pareil, c'est une personne de l'association qui a témoigné l'année dernière lors du Téléthon dans sa ville. Et si vous voulez, je peux lire son témoignage, ça donnera un petit peu une idée. Allez-y. Voilà. On a peut-être le temps d'en lire un petit peu. Oui. C'est une personne. Voilà. Donc, pendant l'été 2008, je commençais à perdre la vue de l'œil gauche et souffrais de maux de tête 24 heures sur 24. Un IRM a décelé une tumeur au cerveau qui, m'a-t-on dit, était opérable et non maligne. Le médecin m'a expliqué que la tumeur était située tout près de l'hypophyse, de l'hypothalamus et du chiasme optique. C'est des termes que j'allais apprendre à connaître. Voilà. Après l'intervention, j'ai très rapidement compris pourquoi. Car, en plus de la perte de vision périphérique, je souffrais de fringales, je souffrais de fringales incontrôlables, de prise de poids, de soif dévorante, de fatigue écrasante, manque de concentration, mauvaise humeur, et j'en passe. C'est tout ce dont nous avons parlé. Voilà. Ensemble. Mauvaise humeur, effectivement, vous le parliez, vous disiez tout à l'heure, des problèmes de comportement. Et voilà. Donc, cette tumeur a pour conséquence donc de créer une insuffisance de toutes les glandes sous contrôle de l'hypophyse et donc des métabolismes correspondants. Alors, Michel, moi j'aimerais, avant que nous nous quittions, j'aimerais que vous me disiez de quoi de quel besoin peut souffrir encore l'association en quelques secondes. Alors, l'association, donc on n'a pas un gros budget puisqu'on on avait des subventions de laboratoire, mais maintenant, on n'en a plus. Des restrictions un peu partout. Ça veut dire qu'effectivement, les dons sont les bienvenus. Alors, les dons sont les bienvenus. Les cotisations, si on veut être adhérent, la cotisation est de 18 € pour l'année. Et les dons, bien sûr, pour nous soutenir. Et puis, j'imagine aussi que vous souhaitez peut-être aller à la rencontre de personnes que vous ne connaissez pas et qui sont concernées par le crânio-pharyngiome. Oui, évidemment. On essaye de se faire connaître. Bien sûr. Alors, Michel, malheureusement, on est pris par le temps, mais tout de même, vous ne partirez pas sans donner les coordonnées de l'association. Alors, l'association, donc, c'est
www.cranio.fr. Ah, c'est mieux. Cranio.fr, oui. Voilà. C'est ça. Et sinon, donc, le siège, c'est chez les membres fondateurs, donc c'est à Tarbes, 6 rue Pasteur, 65 000 Tarbes. Très bien. Et si on veut les joindre, il y a un numéro de téléphone Allez-y, portable. rapidement. 06 28 33 64 74. Michel Richaud de l'association Cranio-Pharyngium Solidarité. On vous souhaite bien sûr une très bonne continuation, bon courage, et puis on souhaite vous réentendre un jour sur l'antenne de Vivre FM. N'hésitez pas, nous vous prêterons toujours nos micros. Merci à vous. Merci Monsieur Moreau, et j'espère bien revenir parce que en fait ça passe vite, hein, on n'a pas le temps de tout raconter. Absolument. Mais donc vous en raconterez d'autres la prochaine fois que vous viendrez. On fera à la bientôt. suite. Merci Michel. Au revoir. Merci. Ta-da.